Savoir accompagner l'entrepreneuriat innovant en Afrique francophone. Devenir un expert stratégique. Alors, donc, on va voir ensemble le module lancer et gérer une SAEI, recruter, former et motiver le personnel d'une SAEI. Donc, voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis Regina Bodge-Brown, je dirige CETIC Dakar, qui est donc le premier incubateur et accélérateur en Afrique francophone. Donc depuis 5 ans, mais j'ai rejoint le projet depuis le début, donc en 2011. Je suis ingénieure informaticienne de formation. Et donc, j'ai travaillé dans de grands groupes tels que Mobil Oil, où j'étais IT manager. Donc, je gérais, par exemple, le passage à l'an 2000, le fameux Y2K, pour 3 pays. Et donc, entre autres, j'ai travaillé aux États-Unis, à Paris. J'ai travaillé pour des groupes tels que AIG, Alico, Europe Search et puis d'autres entreprises de cette envergure. Alors, donc, nous allons parler un petit peu des objectifs de la formation. L'idée, c'est de savoir comment recruter le personnel d'accompagnement, donc le personnel de support, donc tous ceux qui vont aider en tout cas le dispositif d'accompagnement à pouvoir atteindre ses objectifs, comment former le personnel et monter en compétence les équipes. Et donc, retenir et motiver son personnel, ça c'est important aussi dans ces dispositifs d'accompagnement et asseoir une légitimité de par son personnel. Donc voilà, donc les prérequis, c'est vraiment pouvoir maîtriser les bases de l'accompagnement et être un expert opérationnel. Alors, recruter le personnel d'une SAEI, d'abord, il faut connaître les besoins réels du dispositif d'accompagnement en termes de ressources humaines. Donc, l'idée, c'est de savoir exactement de quoi on a besoin et de pouvoir les énumérer. Ensuite, exprimer les profils recherchés, donc c'est-à-dire les lister, rédiger les fiches de poste en fonction des besoins, des vrais besoins, recruter de façon objective et transparente et utiliser les réseaux pertinents pour tous les appels à candidature. Donc, les besoins en ressources humaines, donc en fonction des programmes d'accompagnement que le dispositif a en son sein, en général, on a besoin des profils suivants. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, ça dépend en fait de son cœur de métier. Pour certains, ce sont des incubateurs, des accélérateurs, des espaces d'innovation, etc. Donc, en fonction des programmes qu'on mène en interne, donc on peut avoir besoin d'un business développeur. Donc, c'est la personne qui est en charge de développer la stratégie et les ventes. Donc, qui va aider un petit peu les entreprises qui sont accompagnées à pouvoir développer des stratégies de vente, des stratégies commerciales et les aider aussi à avoir un plan de développement stratégique. Donc, un chef de projet qui sera en charge des programmes d'entrepreneuriat. Donc, ça peut être des programmes financés par des bailleurs, des programmes internationaux, des programmes dans lesquels donc le dispositif d'accompagnement est membre d'un consortium, etc., etc. Donc, un chargé de partenariat pour les partenariats techniques, financiers et universitaires, c'est important d'avoir cette personne qui puisse gérer un petit peu et nouer des relations avec ses partenaires techniques, mais aussi avec les universités. Donc, c'est le premier vivier, en fait, on va dire, des espaces d'accompagnement, des incubateurs et des accélérateurs.
Alors, le catalyste, plus ou moins, sera en charge de structurer toute la partie recherche et développement, qui va aussi travailler avec le chargé de partenariat pour développer en fait les relations avec les partenaires techniques, initier donc des échanges entre dispositifs d'accompagnement et donc c'est vraiment la personne qui va plus ou moins structurer tout cet environnement partenariat, cet environnement positionnement du dispositif d'accompagnement. Alors, le personnel de soutien, donc on aura un directeur général qui est en charge de la stratégie globale du dispositif, un responsable comptable admin, donc qui va gérer la comptabilité des entreprises accompagnées et du dispositif d'accompagnement. Donc, ce qui veut dire que dans certains incubateurs, donc c'est le comptable même de l'incubateur qui gère la comptabilité aussi des entreprises qui sont accompagnées. Et ça, c'est important pour plusieurs raisons. Donc, il y a cette partie traçabilité qui est quand même assez importante pour un dispositif d'accueil en fonction du modèle économique en fait qui est mis en place. Donc pour certains SAU, donc les entreprises accompagnées reversent une partie de leur chiffre d'affaires. C'est le cas par exemple de CETIC Dakar où je suis payée par mes entreprises sur la croissance de leur chiffre d'affaires. Donc le fait de gérer leur comptabilité me permet d'avoir une traçabilité sur l'exercice financier, etc., etc. Et aussi il faut pouvoir les aider dans tout ce qui est mise à jour, en tout cas paiement à temps des impôts, des taxes, etc., la TVA, tout ça. Donc nous, on les aide en fait à travers notre comptable de faire les déclarations à temps, de payer à temps, etc., etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir en tout cas avoir des entreprises accompagnées qui sont à jour par rapport à la fiscalité et donc aux impôts. Donc, une assistante réceptionniste. Alors, l'assistante, elle va gérer un petit peu en tout cas l'accueil du dispositif d'accompagnement, mais aussi va orienter les visiteurs qui viennent pour les entreprises qui sont accompagnées, donc il pourra aller les orienter, les installer, préparer les salles de réunion, etc. Donc c'est vraiment une assistante qui va gérer et l'incubateur et le dispositif d'accompagnement, mais aussi l'assistanat des entreprises donc qui sont dans le dispositif. Un chargé de communication très important parce que cette personne-là sera en charge, en fait, de mettre en avant les produits et services des entreprises accompagnées, mais gère aussi en même temps la communication de la SAI. Donc, l'idée, en fait, c'est que dans les services qui sont offerts par le dispositif d'accompagnement, qu'on puisse mettre en avant, montrer un petit peu aussi le savoir-faire des entreprises qui sont accompagnées, montrer les produits et services et pouvoir les accompagner dans cette partie communication. Donc, alors, les profils recherchés, donc en fonction du nombre d'années d'existence donc de la SAI, l'idée, c'est de voir un petit peu si la SAI fait de l'incubation. Donc, si c'est de l'incubation, les profils recherchés devraient normalement être plus pointus que l'accélération. Si la SAI fait de l'accélération, les profils recherchés seront plus dans de la levée de fonds, du business développement, du réseautage, parce que ça, c'est important d'avoir un bon réseau, un bon carnet d'adresses. Si la SAI fait les deux, en fonction du nombre de bénéficiaires dans chaque programme, donc c'est-à-dire en fonction du nombre d'entreprises accompagnées de start-up ou porteurs de projets, alors il faudra évaluer les profils nécessaires. Une fois que la SAI a dépassé le stade de 5 ans, là, il faudra aller dans des profils seniors afin d'accompagner les entreprises post-incubation qui iront donc à l'accélération. Donc, c'est-à-dire que une fois 5 ans, parce que normalement le cycle d'incubation est de 3 ans, donc on arrive à un stade où les premières entreprises qui ont intégré
le dispositif va sortir au bout de 3 ans, mais faudrait-il trouver un accompagnement post-incubation? Et dans ce cas, il faudrait avoir des profils quand même qui sont assez solides pour pouvoir les aider à passer à l'échelle. Voilà. Donc là, c'est un exemple d'organigramme et c'est l'exemple de CETI donc que je vous montre. Donc le directeur général, donc plus ou moins on a 3 pôles. Donc il y a le pôle incubation et accélération, donc qui est géré par son responsable et donc qui va gérer plus ou moins le chef de projet internationaux. Pourquoi? Parce que dans ce département, en tout cas, ce service de projets internationaux, il y aura en fait des entrepreneurs, des startups qui seront accompagnés donc par la SAI. Donc du coup, le chef de projet devra travailler en étroite collaboration avec le responsable d'incubation pour pouvoir donc fédérer un petit peu donc les ressources, les activités entre les projets internationaux. En tout cas, ce seront des programmes internationaux d'incubation ou d'accélération et donc qui sera coordonné par les responsables incubation. Ensuite, il y a l'assistant de programme, donc c'est la personne qui va aider un petit peu dans le support par rapport aux différents programmes, qui va gérer la coordination, qui va gérer la logistique, s'il y a des déplacements, qui va gérer les traductions en anglais-français, qui va aider en fait dans les rencontres, qui va gérer tous ces aspects de coordination. Ensuite, on a donc le Catalyst Senior qui gère la com et la coordination des projets. Donc, si vous regardez un petit peu le chef de projet qui reporte au responsable d'incubation, travaille aussi en étroite collaboration avec le Catalyst Senior et le responsable des partenariats qui est sous la responsabilité du senior Catalyst va travailler aussi en étroite collaboration avec donc le responsable incubation accélération parce que tout simplement la personne qui va gérer les partenariats pourra développer des partenariats avec des bailleurs ou des partenaires techniques ou financiers qui voudront mettre en place en fait des programmes d'accompagnement. Donc, cette personne, le Catalyst Senior va gérer aussi la personne qui est responsable de tout ce qui est communication événementielle. Donc, c'est la personne qui va gérer la communication et de l'incubateur, de la SAI ou des entreprises et des entreprises accompagnées, j'allais dire. Donc, c'est vraiment la personne ressource pour tout ce qui est com et qui va organiser tous les événements des entrepreneurs, mais aussi les événements de CETIC Dakar, par exemple. Le responsable admin et financier va gérer donc la comptabilité de CETIC, mais aussi la comptabilité des entreprises accompagnées, comme je l'ai dit tantôt, mais qui aura sous sa tutelle, en fait, un assistant technique, donc qui va gérer le réseau informatique, donc tout ce qui est serveur, etc., etc. Mais ne s'arrête pas qu'à l'assistant technique. C'est une personne aussi qui est polyvalente, qui peut aider dans la gestion des programmes, qui peut gérer dans d'autres aspects du fonctionnement de la SAI. Et l'assistante admin, donc c'est l'assistante mutualisée qui sera aussi sous la responsabilité du responsable admin et financier. Donc voilà. Maintenant, par rapport aux fiches de poste, pour rédiger les fiches de poste, il y a quelques questions à se poser. Donc, par exemple, qu'est-ce que la personne peut apporter en termes de contenu, en termes d'impact et sa vraie valeur ajoutée. Donc, avant de pouvoir rédiger les postes, parce que tout simplement, on a des attentes par rapport à un recrutement. Donc, il faut pouvoir nous poser cette question-là. Qu'est-ce que j'attends de cette personne? De quoi j'ai besoin? Et c'est quoi le profil qui va, en tout cas, m'aider à atteindre ces objectifs-là? Ensuite, se poser la question à savoir quels sont les besoins techniques indispensables
donc à la SAI. Donc l'idée c'est de savoir vraiment de quoi j'ai besoin. Donc quand je dis indispensable, c'est que obligatoirement il me faut ce genre de ressources. Ensuite, et en fonction, donc on peut rédiger les fiches de poste en tenant compte des besoins de la SAI, des attentes, de l'impact et des perspectives d'évolution. Donc, quand je dis perspective d'évolution, c'est aussi se dire, est-ce que cette personne-là peut plus tard travailler sur d'autres aspects ou parallèlement travailler par exemple dans la gestion de projet, mais aussi dans l'incubation et l'accompagnement des entreprises. Donc, tout cela est à voir, comment aussi mutualiser les ressources qu'on a, parce que c'est vrai que bon, avec beaucoup de ressources, c'est pas simple. Donc, surtout quand on vient de démarrer. Donc, l'idée, c'est de commencer avec des personnes très polyvalentes qui peuvent, en tout cas, travailler de façon verticale. Et donc, chacun pourra aider l'autre. Donc voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de bien réfléchir à tout ça, se poser les bonnes questions pour pouvoir rédiger les fiches de poste. Alors, ça, c'est juste des exemples de fiches de poste que je vous mets. Par exemple, pour un business développeur, la personne est chargée d'accompagner les entreprises incubées dans leur structuration et le développement de leurs activités. Donc, les principales responsabilités, donc en termes d'administration, il y aura le diagnostic des entreprises incubées pour identifier les forces et faiblesses à différents niveaux. Donc, au niveau personnel, le modèle économique, les produits et services, le marketing, la gestion, les ressources humaines. Enfin, il y a plusieurs choses. Donc, il faut pouvoir faire à l'arrivée, en tout cas, des entreprises ou des startups dans la SAI. Donc, l'idée, c'est de comprendre où est-ce qu'on les prend et où on les amène. Donc, ça, c'est le travail du business développeur, de faire ce travail-là. Ensuite, après avoir fait le diagnostic, la personne va mettre en place un plan d'action qui va favoriser la pérennité de l'entreprise. Mais c'est d'un commun accord avec l'entreprise qui est accompagnée. Donc la personne va assister les entreprises accompagnées pour mieux identifier le marché, donc leur marché, ce positionnement, les cibles, etc. Va assister les entreprises incubées pour faire des études de marché assez approfondies pour la plupart. Donc, avant de lancer un produit, un service, donc le business développeur va les aider en tout cas à faire des études de marché, va aider aussi les entreprises pour la mise en place de processus et politiques de vente. Donc, c'est une stratégie commerciale. Va aussi les aider pour les activités de suivi des ventes, donc c'est-à-dire quand on met en place des objectifs en termes de vente, donc va aider en fait dans le suivi pour s'assurer que les objectifs sont atteints. S'ils ne sont pas atteints, on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il faut corriger, etc. Va assister dans le suivi des comptes clients et de la performance donc de l'entreprise. Va assister pour l'élaboration d'un plan d'affaires détaillé. Bon, après, le plus à la mode, c'est ces histoires de plan d'affaires, mais ça reste important parce que ça donne quand même de la visibilité à l'entrepreneur sur ses défis, les opportunités, les concurrents, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi lui montrer, lui donner une visibilité sur le développement de son activité et surtout sur le développement financier et la rentabilité de son entreprise. Donc, va évaluer aussi périodiquement les entreprises, incuber et suivre les recommandations. Donc, chaque fois qu'il y aura des points entre le business développeur et l'entreprise, donc il y aura des recommandations et la personne va être en charge de faire cette suivi-là. En termes de compétences, on va rechercher quelqu'un qui a un diplôme en gestion, une qualification équivalente, une bonne expérience en gestion d'entreprise. Alors là, c'est pas forcément, on n'est pas obligé d'avoir une personne qui
connaît la gestion des entreprises, mais qui peut être aussi assez débrouillarde, qui peut comprendre rapidement les enjeux des petites entreprises. Donc voilà, une personne assez flexible et maniable aussi pourrait très bien faire l'affaire. Alors, une bonne expérience en commercialisation de services ou produits TIC. Alors, je mets TIC parce que je vous donne ici la fiche de poste d'un business développeur à CETIC Dakar, puisque nous sommes dans les TIC. Donc, clairement, nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne, en fait, ce milieu-là. Quelqu'un qui a des connaissances en informatique, de bonnes compétences en communication écrite et verbale, compétences en gestion, aptitude prouvée à développer des relations d'affaires. Par contre, ça, c'est important parce que si la personne, en tout cas, n'a pas cette possibilité-là de développer des relations d'affaires, des relations commerciales, ça va être très difficile, en fait, pour pouvoir accompagner les entreprises dans leur développement commercial. Voilà, multitâche, quelqu'un qui sait travailler dans des délais assez serrés, qui maîtrise donc l'oral, enfin le français à l'oral comme à l'écrit, et qui a un très bon niveau en anglais. L'anglais est super important aujourd'hui dans ce qu'on fait, parce que pour la plupart dans les programmes internationaux que nous gérons, nous, managers des SAI, on a de plus en plus des partenaires anglophones. Et donc, le marché francophone étant assez restreint, on va aussi encourager nos entreprises à aller dans d'autres pays, voilà, d'aller par exemple dans des pays anglophones, d'où l'utilité pour la personne de maîtriser l'anglais. Avoir un bon réseau de décideurs et un bon carnet d'adresses, ça peut aussi aider. C'est pas forcément éliminatif, mais voilà, c'est vraiment une personne qui a des compétences avérées ou qui a vraiment envie, qui a cette volonté de faire. On va pas forcément éliminer quelqu'un parce que la personne n'entre pas dans ce cadre-là. J'ai recruté des business développeurs qui ne savaient pas faire la moitié de ce qu'on a dit, mais qui sont avérés très, très fiables, débrouillardes, et puis qui ont fait de très, très beaux résultats. Donc, voilà, donc c'est juste une idée. Après, c'est au feeling. On verra si la personne est en mesure de faire ou pas. Alors, une bonne connaissance de la gestion d'une entreprise de petite à moyenne terme et de moyenne taille, pardon, et une expérience d'au moins de 5 ans. Alors, pour l'expérience aussi, on va pas se focaliser sur cela. Si une personne peut très bien être débutante et être très opérationnelle. Donc, voilà, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au feeling, mais c'est juste un exemple d'une fiche de poste. Alors, le responsable en charge des partenariats, donc c'est quelqu'un donc qui va renforcer le développement des ressources de son organisation en mettant en place des partenariats stratégiques avec les écoles, les entreprises, les institutions gouvernementales et internationales. Donc en termes de mission, la personne devrait être en mesure de mettre en place des partenariats. Il faut identifier, prospecter, démarcher les potentiels partenaires pour des solutions financières, pédagogiques, pour du mentorat, du partage de compétences, etc. Alors, donc, assurer les négociations et l'encadrement juridique des partenariats, c'est-à-dire revoir un petit peu dans quelle mesure les négociations peuvent se faire et en termes légaux, les dispositions légales du pays, voir comment mettre en place ce genre de partenariat. Maintenir les partenaires en fait informés, c'est-à-dire que si un partenaire aujourd'hui finance une activité du Tech Hub ou de l'incubateur, la SAI, donc le chargé de partenariat devrait en tout cas informer au fur et à mesure, donner des résultats, les acquis, les challenges, les défis en fait de ces programmes et aussi donc gérer les levées de fonds. Donc devra pouvoir conceptualiser des levées de fonds et les présenter aux bailleurs.
L'image de la SAI est très importante en tout cas dans le fonctionnement. Donc, le responsable en charge de partenariat devrait aussi travailler avec le chargé de communication et assurer en fait les relations publiques et les relations médias. Donc, discuter un petit peu avec les médias de comment mettre en avant tel ou tel autre programme, comment travailler sur l'image même de la SAI et superviser les événements, tout ce qui est logistique et donc organiser les campagnes marketing et de communication. Donc voilà, c'est un rôle assez important dans le dispositif, donc qu'il faudra vraiment prendre en considération. Le niveau en général, c'est un niveau bac plus 5, diplômé d'une école de commerce en communication, en marketing. Alors, ça va être difficile de trouver quelqu'un qui a fait une formation, on va dire, dans la gestion des partenariats. Ce sont pratiquement, on va dire, de nouveaux métiers, ou en tout cas des métiers terrain. Donc, du coup, plus ou moins, ça s'apprend sur le tas. Avoir donc une expérience de 5 à 10 ans dans l'entrepreneuriat. Après, il faut pas être non plus fixé sur le nombre d'années. Si c'est un junior confirmé qui est très dynamique et qui comprend un petit peu les enjeux de l'innovation. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Si la personne en plus a travaillé dans le monde anglo-saxon, ça devient encore un peu plus intéressant. Donc, avoir la culture commerciale, parce que c'est aller chercher des marchés, c'est aller décrocher des choses, plus ou moins. Donc, du coup, la personne devrait pouvoir avoir cette culture commerciale, diplomatique et avoir un bon relationnel. C'est super important. Les techniques de négociation, c'est toujours cette culture commerciale, on va dire. La connaissance des enjeux liés au développement des pays d'Afrique. Donc, c'est important pour les SAI en Afrique de comprendre un petit peu ces enjeux-là. Donc, la personne qui sera en charge des partenariats devrait comprendre un petit peu l'écosystème de développement, on va dire, l'écosystème de développement des pays d'Afrique et pouvoir en conséquence se positionner sur des programmes de développement. Et être bilingue, ça c'est super important parce que la quasi-totalité des bailleurs actuels en tout cas qui financent ont la langue anglaise comme langue de travail. Donc c'est important que la personne puisse être bilingue et puisse vraiment pouvoir s'exprimer, écrire, lire très très bien l'anglais. Voilà. Par rapport au recrutement, il y a des critères de sélection. Donc, en fonction du profil, ce qu'il faut faire, c'est vraiment savoir exactement qu'est-ce qu'on recherche. Et ça, c'est important de le noter, de l'écrire, de le revoir, de le répéter, de se poser des questions et de discuter avec son équipe pour savoir quels sont les critères dont on recherche chez cette personne-là. Donc, la personne, par exemple, devrait être parfaitement bilingue, a déjà travaillé pour une SAI ou avec des entrepreneurs, a une formation d'ingénieur ou pas, a déjà fait de l'accompagnement de start-up, connaît l'écosystème entrepreneurial, connaît les techniques de levée de fonds, peut gérer des programmes bailleurs, peut faire des reporting pour les bailleurs. En fait, là, ce sont juste des exemples en fait de critères qu'il faut avoir en fait en amont de recrutement. Voilà, donc ça ce sont des choses à préparer. Ensuite, il faut savoir où diffuser les appels à candidature. Par exemple, si on cherche un ingénieur, il faut cibler les réseaux professionnels tels que LinkedIn. Après, si la SAI est dans le digital, ce serait les plateformes de communication digitale de la SAI, donc tout ce qui est Facebook, parce qu'en général, quand la SAI est dans le digital, la communauté qui suit cette SAI-là est en général la communauté tech du pays et d'ailleurs. Donc, du coup, on a beaucoup de chances de trouver parmi les personnes qui s'intéressent aux activités de la SAI un ingénieur qui puisse remplir le poste, en tout cas des personnes qui peuvent recommander d'autres personnes. Voilà. Utiliser aussi les réseaux d'autres SAI
qui sont dans le même domaine. Donc, si on a d'autres incubateurs qui sont dans le même pays ou dans d'autres pays et qui peuvent diffuser l'appel à candidature, ce serait bien d'utiliser ça. Et donc, il faut comprendre aussi qu'en retour, il faut qu'on puisse aussi donner cette chance aux autres SAI de pouvoir diffuser leur appel à candidature directement sur ses propres plateformes. Alors après, il y a des sites dédiés par rapport au genre de postes à pourvoir. Il y a des sites dédiés qu'il faut voir. Relayer les appels à candidature, par exemple, au niveau des clubs DSI, donc les directeurs de systèmes d'information. Par exemple, il y a des clubs pratiquement dans tous les pays. Et donc, si on cherche un ingénieur informaticien, par exemple, ce serait bien d'envoyer l'appel à candidature au niveau de ces clubs de DSI. Alors, il y a des écoles d'ingénieurs aussi à ne pas négliger parce qu'on peut avoir de très, très bons étudiants qui sont donc prêts, qui sont au terme de leurs études et qui peuvent valablement venir et travailler donc comme un junior, mais qui va être formé, coaché et qui pourra effectivement faire le travail. Utiliser aussi les clubs professionnels dédiés parce qu'il y en a des clubs comme ça qui peuvent aider à diffuser en fait les appels à candidature. Alors, une fois que c'est fait, le recrutement, en général, on se fait aider. On se fait aider parce que c'est important d'avoir la vision d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans le dispositif d'accompagnement. Donc, ce serait bien d'aller chercher d'autres ressources qui peuvent venir avoir un œil extérieur et vous aider dans le recrutement de votre personnel. Donc, on peut inviter des partenaires ou les clients. Les clients peuvent être des entreprises que nous accompagnons déjà dans le processus de décision. Donc, on peut inviter le secteur privé, on peut inviter un membre du gouvernement, par exemple le ministère dédié, inviter un des collaborateurs du ministère, inviter une agence étatique, inviter le secteur privé, des entrepreneurs qui ont déjà réussi pour être dans le comité en fait de recrutement. C'est très important de vous faire aider dans ce processus de décision. Ensuite, une fois que vous avez reçu les candidatures, ce qu'il faut faire en fait, c'est de faire une première présélection. Parce que les appels à candidature, normalement, attirent beaucoup de personnes et des fois, ce ne sont pas forcément des personnes pertinentes. Donc, ce sont juste des personnes qui sont à la recherche d'opportunités, donc qui vont postuler à tout poste ouvert, on va dire, à toute opportunité. Donc, il serait bon de faire un premier tri, d'accord, un premier tri des candidatures reçues. Alors, dans ce premier tri-là, c'est aussi important d'avoir juste une autre personne en dehors de la SAI. Donc, vous pouvez prendre une personne d'une agence ou d'un ministère ou du secteur privé. Viens m'aider, on va essayer de faire le tri par rapport aux candidatures reçues. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir une shortlist de candidats qui correspond en fait aux critères et aux attentes du poste à présenter au comité de recrutement. Donc, une fois ce travail fait, donc créer le comité de recrutement élargi, inviter un petit peu tous ces gens-là que j'ai dit tantôt et préparer des grilles d'évaluation avec les critères clairs. Donc, il faut que les critères qui étaient annoncés dans l'appel à candidature puissent être refléter dans les grilles d'évaluation. Il faut que ce soit en fait clair. Il faut que les critères d'évaluation soient indiqués au départ. Il faut que tout le monde sache que voici les critères. Et si on n'est pas considéré, en tout cas, si on n'est pas shortlisté, c'est parce que éventuellement je ne fais pas partie ou en tout cas je ne remplis pas les critères. Ensuite, il faut compiler les résultats de tous les évaluateurs parce que chaque évaluateur aura sa grille d'évaluation. Compiler le tout, préparer un procès-verbal de recrutement que tous les évaluateurs vont signer. Donc ça, c'est super important pour la traçabilité de recrutement et pour la fiabilité de celui-ci. Donc avoir un dossier, en fait, où on va mettre toutes les candidatures reçues, le premier tri, les membres du comité,
une fiche de présence lors du recrutement, les grilles d'évaluation, le procès-verbal et la décision qui sera signée par tous les participants. Ce serait aussi bien d'avoir quelqu'un qui sera président du jury et qui pourra signer aussi pour les autres. Donc, comme je l'ai dit, communiquer de façon claire sur les critères de sélection lors de l'appel à candidature, c'est important. Pour les postes stratégiques, il faut toujours avoir un deuxième choix. Parce que, par exemple, si c'est un poste de DG ou un poste vraiment central, toujours avoir un deuxième choix qu'on va maintenir au chaud au cas où la personne ciblée ne fait pas l'affaire ou ne reste pas, ou en tout cas, il n'y a pas de continuité. Donc, avoir deux personnes, un premier choix qu'on va plus ou moins confirmer, un deuxième choix qu'on va garder au chaud. Les candidatures qui ne sont pas retenues ou pas, il faut les informer à temps. Donc, c'est pas très bien vu de faire un recrutement qui traîne sur la longueur sans pour autant informer les gens. Donc, c'est important d'informer tout le monde, tous les candidats qui ont été vus en entretien, les informer de la suite de leur candidature. Ensuite, il faut retirer des sites les appels à candidature. Une fois qu'on a fini le recrutement, il faut les enlever parce que des fois, on n'enlève pas, les candidatures continuent d'arriver, etc. Donc, c'est important, même si on met une deadline, une date limite de soumission de candidature, il faut quand même les enlever, c'est important. Et après, préparer tout ce qui est argumentaire pour négocier avec le candidat ou les candidats. Donc, savoir comment mettre en avant les avantages de la SAI. Peut-être qu'il y a un plan de carrière qu'il faut mettre en avant. Il y a des avantages nature qu'il faut mettre en avant. Il y a des avantages pécuniaires qu'il faut mettre en avant. Donc, il faut préparer tout ça. Voilà, donc si on a vraiment le candidat qu'on recherche, l'idée c'est de lui dire voici ce qu'on met sur la table et voici les enjeux, voici les attentes, voici ce qu'on met en tout cas en termes d'accompagnement sur le long terme, etc., pour que cette personne aussi ait une vision globale de son poste et de son futur. Alors, on va entrer dans le cadre de la formation du personnel. La formation est importante dans une équipe. Donc, si là, il est dans le digital, le personnel doit être qualifié dans le domaine. Ça, c'est très important. Si elle est généraliste, c'est une SAI qui accompagne tout type de projet, tout type d'entrepreneur, il faut une formation continue en fonction des domaines d'activité, en fait, des entreprises qui sont accompagnées. Donc, le personnel devra être formé en fonction du corps de métier de la SAI. Voilà. Par exemple, si la SAI comme c'est Dakar est dans le digital, il faut que le personnel comprenne en fait le monde du digital, le monde de l'innovation numérique. C'est super important parce qu'autrement, on ne peut pas accompagner des entrepreneurs qui sont dans le digital sans pour autant comprendre nous-mêmes comment ça fonctionne. D'accord? Donc, elle devra former son personnel dans la gestion de projet. La gestion de projet est très importante parce que ça nous permet de pouvoir mettre en place des programmes d'accompagnement et les faire financer par les bailleurs. Dans l'accompagnement des startups digitales, si en tout cas la SAI est dans le digital, la comptabilité analytique, ça c'est pour le comptable qui va gérer et la comptabilité de la SAI, mais qui va gérer aussi la comptabilité des entreprises accompagnées. C'est notre cas à CETIC où nous gérons nous-mêmes la comptabilité de nos startups. Le business développement, donc comment on peut, et quand on parle de business développement, c'est pas uniquement le côté commercial, c'est vraiment le développement de son business de A à Z, avoir un plan de développement stratégique, quel partenariat mettre en place, quel client, quel fournisseur, quel réseau, quel événement, etc., etc. Donc, c'est vraiment tout un ensemble de données, en tout cas d'activités qui font le business développement dans la levée de fonds, par exemple. Alors, certains acteurs
au développement tels que la Banque mondiale ont développé des modules de formation pour ceux qui sont dans l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, ce serait bien aussi que d'aller voir un petit peu ces mots qui sont en ligne, donc qui sont gratuits et donc où on peut aller se former un petit peu sur l'accompagnement des entrepreneurs. Une formation en anglais aussi importante, comme je l'ai dit tantôt, plusieurs bailleurs communiquent en anglais. Donc l'idée est de pouvoir en tout cas être bilingue, en tout cas pouvoir très bien se défendre en anglais à l'écrit comme à l'oral. Donc voilà. Ensuite, il y a d'autres formations. Parce que tout simplement, le personnel doit apporter de la valeur ajoutée au développement des startups. Alors, si le personnel n'apporte aucune valeur ajoutée, ce n'est pas la peine. Donc, il faut vraiment des formations continues qui permettent en fait aux accompagnateurs d'apporter de la valeur, d'apporter du développement à ces startups-là. Donc, on a des méthodes d'accompagnement, les techniques de modélisation du business plan. Donc on dirait que le business plan est démodé, mais ça ne l'est pas. C'est important pour les startups d'avoir cette visibilité sur leur modèle. Donc c'est important de voir quel modèle économique, comment ils vont gagner de l'argent, avec qui, quelle niche, quelle cible, etc. Et ça, c'est important en fait qu'ils puissent avoir cet accompagnement-là de la part du personnel de la SAI. Les formations en entrepreneuriat, enfin ça c'est de facto parce qu'on ne peut pas accompagner un entrepreneur sans pour autant soi-même comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Le MVP c'est le produit en tout cas minimum dont on a besoin pour aller sur le marché, le produit minimum viable. Donc c'est important de pouvoir expliquer tout cela aux entreprises accompagnées, le Lean Startup, Design Thinking. Donc ce sont des choses en fait qui sont plus ou moins nouvelles, qui sont entrées un petit peu dans l'entrepreneuriat il y a quelques années. On parle de Design Thinking, c'est-à-dire que on va designer quelque chose en fonction de ce que les gens pensent, comment les gens le voient. Donc c'est vraiment un brainstorm sur une activité bien donnée. Chacun va donner son avis, va dire ce qui marche pas, ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Et en fonction des inputs des uns et des autres, on peut designer quelque chose. Donc voilà, le leadership est important, que le personnel puisse en tout cas se former dans cela et le développement humain. Alors, la formation qui est proposée par Afriquinov, donc il y a des modules qui sont quand même assez intéressants pour nous autres SAI. La formation s'adresse aux acteurs des structures d'accompagnement, d'accord? Donc, à l'entrepreneur, donc les SAI comme nous, qu'ils soient à niveau opérationnel ou stratégique. Voilà, donc cette formation s'adresse aux SAI qui proposent ou envisagent de proposer un véritable service d'accompagnement structuré, d'accord, dans le but que les apprenants deviennent des experts opérationnels. Alors, donc il y a plusieurs choses. Une fois que ces formations ou cette formation suivie la formation d'Afriquinov, vous serez en capacité de mettre en œuvre une stratégie adaptée pour identifier, attirer les entrepreneurs accompagnés dans votre SAI. C'est important de pouvoir faire cela parce que c'est une vraie stratégie que de pouvoir attirer ces startups-là. C'est vraiment pouvoir les mettre en charge, les prendre en charge. Il y a plusieurs entrepreneurs qui ne seront pas convaincus en fait de la pertinence de la SAI. Donc, il faut mettre en place une vraie stratégie, structurer et renforcer vos méthodes d'accompagnement. Donc ça, c'est important aussi d'avoir une bonne structuration de l'accompagnement, répondre efficacement aux besoins d'accompagnement des incubés tout en fédérant des partenaires engagés. Très important, connaître les mécanismes de financement de la création et du développement d'entreprises en Afrique francophone. Pour, en tout cas, nous autres réseaux francophones, c'est important de connaître ces mécanismes de financement-là parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne comprend pas, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, à travers cette formation proposée en tout cas par Afriquinov, vous serez en mesure de pouvoir connaître ces mécanismes-là. D'accord? Donc, favoriser la réussite des stratégies de levée de fonds pour les incubés ou les entreprises accompagnées. Donc, ça, c'est important. C'est une valeur ajoutée de la SAI de pouvoir mettre en place des stratégies de levée de fonds.
connaître les enjeux de la protection de l'innovation et de la propriété intellectuelle, c'est important. Personnellement, j'ai fait plusieurs pays où j'ai fait des études de faisabilité et en général, quand je me rends au bureau local de la propriété intellectuelle, la protection, etc., il y a pratiquement pas d'innovation technologique en fait. Donc les entrepreneurs qui développent des applications technologiques n'ont pas ce réflexe-là d'aller faire enregistrer, en tout cas protéger leurs innovations. Donc à travers cette formation-là, vous comprendrez en fait les enjeux de cette protection de la propriété intellectuelle. Et enfin, stimuler et accompagner la mise sur le marché de produits innovants. Donc voilà, c'est une formation qui est assez intéressante que je vous, en tout cas, propose de suivre parce que vous aurez beaucoup d'atouts qui vous permettront, en tout cas, de pouvoir continuer par. Chaque module est super important dans ce que nous faisons. Donc, je vous encourage vivement à poursuivre et à continuer, en tout cas, vous intéresser à ces formations-là. Alors, dans le modèle d'évaluation et de valorisation de l'équipe d'encadrement, c'est important de pouvoir évaluer son équipe, de valoriser l'équipe, parce que c'est ça qui vous permettra de pouvoir les retenir. Comment les retenir? En tout cas, c'est une bonne équipe, il faut pouvoir retenir l'équipe. Donc, le succès d'une SAI dépend fortement de la qualité de recrutement et de ses ressources humaines. Donc, très important de pouvoir gérer son personnel. Donc, dans l'organisation, chaque collaborateur doit avoir des objectifs. Des objectifs, ça peut être annuel, mensuel, trimestriel, semestriel. Mais en général, ce sont des objectifs annuels, mais avec un suivi trimestriel ou mensuel. D'accord? Donc, il faut que ces objectifs soient mesurables, réalistes et quantifiables en début d'année. C'est-à-dire, si on donne des objectifs, on ne peut pas dire, par exemple, mettre en place un écosystème favorable. Ça, ce n'est pas un objectif qui est quantifiable, qui est mesurable et qui est réaliste. Donc, il faut qu'on donne des choses claires. Si c'est, par exemple, quelqu'un qui est dans le développement de partenariat, on lui dit, il faut 3 programmes financés par des bailleurs. Ça, c'est l'objectif. Ou alors, on lui dit, vous devrez déposer 10 candidatures, 10 soumissions à des appels à projets et au moins 3 qu'on va dérouler dans la SAI. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses claires qui sont mesurables et qui sont quantifiables. Donc, après, il faudra avoir un système de suivi trimestriel ou mensuel en fonction pour évaluer. Parce que des fois, si on les laisse continuer sans évaluation, on ne pourra pas à la fin de l'année, enfin, ça va être trop tard pour pouvoir corriger. Donc, l'idée est de mettre en place tout un programme avec des objectifs sur toute l'année, mais se poser chaque trimestre pour évaluer en fait les performances de chaque collaborateur. Enfin, il y a cette partie suivi-évaluation de chaque membre de l'équipe. Donc, il faut que des outils soient mis en place dès le début. Donc, il faut qu'on s'accorde, il faut que vous vous accordez avec votre personnel sur les outils que vous allez mettre en place pour l'évaluation. Et donc, il faut lui montrer exactement comment vous comptez évaluer, en tout cas, ses performances. Donc, il y a la fiche d'objectifs annuels. Cette fiche, en général, sont des objectifs généraux pour le poste. Donc, sur cette base sont déterminés les objectifs détaillés pour chacun des objectifs généraux. La définition des objectifs peut se faire entre un manager et le directeur général, entre un employé et son manager, sous réserve bien entendu de validation du DG. Cette fiche doit être remplie dès la prise de fonction. Une évaluation du niveau d'atteinte de chacun des objectifs se fait à chaque fin d'année. Parce que l'idée, en fait, c'est de pouvoir dire, on s'accorde sur ces objectifs-là dès le début. Voilà, chacun signe la fiche d'objectif et à la fin de l'année, on fait le point. Et si le collaborateur atteint ses objectifs, il faut pouvoir aussi le gratifier. Toujours dans l'organisation, il faut pouvoir gérer les différences, tenir en compte les compétences et les limites de chaque collaborateur, c'est important. Tout le monde ne va pas au même rythme
n'a pas les mêmes envies et ne peut pas être performant dans chaque domaine. Donc, il faut regarder un petit peu ce que chacun est capable de faire et les limites de chaque collaborateur. Donner de l'autonomie quand il le faut, déléguer, pouvoir vraiment déléguer, mais derrière contrôler aussi, alléger le circuit de décision. Parce que des fois, quand le DG n'est pas là, rien ne fonctionne parce que c'est lui qui détient toute la décision. Donc, il faut pouvoir alléger tout cela, le comptable, le directeur admin, le business développeur en fonction des sujets, en tout cas, qui doivent, qui répondent à une décision. Il faut en tout cas qu'une des personnes en dehors du DG puisse prendre la décision et avancer. Alors, il faut pouvoir encourager, féliciter lorsqu'il le faut. Quand quelqu'un fait du bon travail, il faut l'encourager, le féliciter. Et cela doit se faire de façon publique. Être à l'écoute de son équipe, éviter les situations conflictuelles entre les membres de l'équipe. Donc ça, c'est pour une bonne cohésion de l'équipe. Apprendre à exister ensemble en donnant l'exemple. Donc, en tant que directeur ou directrice de la SAI, il faut pouvoir faire en sorte qu'il y ait une cohésion dans l'équipe, discuter avec eux, travailler avec eux, des fois se poser dans leur bureau, travailler quelques jours là-bas, voilà, dîner avec eux, déjeuner avec eux. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une petite famille autour de l'ensemble des collaborateurs et être en adéquation avec les valeurs de la SAI. Donc c'est important d'avoir des valeurs claires, affichées, qu'on assume et vraiment se comporter en conséquence. Alors, par rapport à l'évaluation, les fiches d'évaluation, en début de chaque année, les collaborateurs avec leurs supérieurs directs devront préparer leurs objectifs. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ça soit quantifiable. On va dire par exemple, pour un chef de projet, il faut envoyer 3 demandes de financement au bailleur, remonter 2 appels à projets soumissionnés, la gestion administrative de tel projet et mettre les livrables en fait pour chaque projet ou chaque dossier en tout cas que la personne gère. Et en fin d'année, chaque collaborateur devra présenter ses résultats à son supérieur hiérarchique, donc qui dispose d'un outil d'évaluation. Donc, des primes de participation devraient être mises en place afin de récompenser les plus méritants. Un 13e mois, par exemple, un week-end en famille offert, un dîner pour 2, des places de concert. Par exemple, à CETIC Dakar, on a un 13e mois, mais en fonction de l'atteinte des objectifs. Donc, si quelqu'un atteint 80% de ses objectifs, eh ben, il recevra 80% de son 13e mois. Si c'est 100%, ce sera 100%. En dehors de ça, des fois, avant les fêtes, on va dire les fêtes religieuses ou autres, on peut donner une prime de performance. En général, moi, ce que je fais, je donne à tout le monde. Donc, pour les encourager un petit peu, c'est pas fréquent, c'est pas non plus toutes les fêtes, mais je peux le faire 1 à 2 fois par année ou vraiment quand c'est une fête de grande envergure, donner une enveloppe à chacun pour les booster et les encourager. Donc, l'atteinte des objectifs devrait se faire de façon collaborative. Donc, une réunion en équipe où tout le monde va voir un petit peu les objectifs de chacun. Mais il faudrait aussi faire très attention. Si l'équipe travaille de façon transversale, il serait bon de mettre en place un intéressement collectif. Si vraiment c'est pas vertical et que chacun gère ses projets ou ses programmes, il faut, si l'équipe travaille de façon transversale, de façon en tout cas transversale, où chacun peut travailler dans le domaine de l'autre, dans ce cas, ce serait des objectifs, ce seront des objectifs, on va dire, collectifs, et l'intéressement devrait aussi l'être. Voilà, donc dans l'organisation des ressources humaines, l'appartenance est importante. Il faut une adhésion forte de l'équipe à la vision de la SAI, une bonne compréhension de son rôle et de ses missions. Et dans ce cas, il faudrait que l'équipe comprenne la vision de la SAI. Ça, c'est important. Donc, la compétence. Il faut qu'on ait des gens compétents, jeunesse d'esprit, dynamisme de chacun des membres et une bonne connaissance de l'entrepreneuriat ainsi que de ses enjeux et défis. Le renforcement de capacités constant est nécessaire, donc il faut prévoir des formations pour l'équipe d'encadrement.
Les enjeux, c'est une bonne capacité d'analyse et de réflexion de l'équipe. Donc, l'équipe devrait pouvoir faire évoluer le business model de la SAI en fonction des étapes franchies et devrait être en mesure d'agir à un niveau hautement stratégique pour assurer la pérennité de la SAI. Si je prends un exemple de CETI, notre business model a été, en tout cas, on l'a exécuté pendant 3 ans. On s'est rendu compte que c'était un business model qui ne marchait pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est reposé tous ensemble, on est sorti de Dakar, on a pris quelques jours et on est allé en retraite. On s'est posé, on a retravaillé notre business model parce qu'on a compris que ça ne fonctionnerait pas. Faudrait-il donc avoir une équipe qui puisse faire ce travail-là, qui a cette capacité de réflexion et qui peut remettre en question les mécanismes et les façons en tout cas, la façon dont le business model est mis en place. Et dans ce cas, il faudrait aussi que le directeur ou la directrice soit assez humble pour savoir, en tout cas, accepter que les membres de son équipe viennent en tout cas, lui ou la trouver et lui expliquer en fait pourquoi on devrait changer le modèle économique. Donc, il faudrait des mécanismes de valorisation de l'équipe et le renforcement de sa cohésion au sein de la SAI serait fortement, en tout cas, souhaitable. Voilà, toute activité extra-professionnelle pouvant aller dans ce sens et être encouragée, les repas en équipe, les retraites, les after-work, les team building, tout ce qu'on peut faire en dehors du cadre professionnel, donc peut être très intéressant. Des matchs de football, on va dire entre le personnel d'encadrement et les incubés ou les entreprises accélérées. Donc on peut trouver des mécanismes comme ça où l'équipe est valorisée, l'équipe est mise en avant, etc. Donc dans l'organisation interne, il faut faire des points hebdomadaires. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, en général, on les fait les lundis. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une visibilité de la semaine, voir ce qui est passé la semaine d'avant, discuter un petit peu. Chacun va expliquer ce qu'il est en train de faire, le niveau d'avancement de chaque dossier. Donc, cela permet à l'équipe d'être au même niveau d'information. D'accord. Donc, chaque membre devrait partager les actualités concernant ses activités. Voilà, va parler un peu de ses problématiques, comment est-ce que l'équipe peut l'aider, qui va faire quoi, etc. Donc, c'est pendant ces points-là qu'on corrige, qu'on remet à jour un certain nombre de choses. Donc, ces points permettent aussi de suivre les réalisations des actions de chacun, parce que de toute façon, après chaque réunion, il y a un PV qui est rédigé et qui est partagé. Donc, l'idée est de pouvoir par la suite suivre les points ou les engagements pris et pouvoir aussi suivre en fonction des deadlines donc de chaque activité. Donc, voilà. Comment on valorise le personnel? Donc, il y a quelques exemples. Il faut pouvoir vraiment valoriser l'équipe. Si en tout cas on a une bonne équipe, les valoriser, c'est pouvoir les retenir aussi. Donc, la formation, on en a parlé tantôt. Donc, il faut vraiment pouvoir renforcer et capaciter l'équipe en permanence pour que l'équipe soit à un niveau professionnel en phase avec l'accompagnement proposé. Donc, on a le team building annuel. Cela permet au cours d'une retraite en équipe de 3 à 4 jours, en dehors de l'heure de travail. Donc, par exemple, nous, à Dakar, on va à 80-100 km de Dakar. Et donc, on se pose là, au bord de la mer, et on travaille pendant 3-4 jours sur un petit peu tout. On parle un peu des objectifs qu'on se fixe l'année d'après. On va discuter de notre modèle économique, on va discuter des partenaires, on va discuter des enjeux, on va discuter des activités à mettre en place, on va discuter un peu de tout. Voilà, on discute de tout. Et donc, l'idée, en fait, c'est que au sortir de ce team building-là, qu'on ait une fiche claire des activités de l'année qui débute et qu'on puisse au fur et à mesure mettre des mécanismes de suivi et d'évaluation. Voilà. Et donc, c'est l'occasion aussi de mettre en place les objectifs généraux, en tout cas pour la SAI, sur l'année à venir. On a aussi les missions professionnelles, c'est un bon moyen aussi. Donc, le DG ou la DG ne devrait pas, à lui ou elle seule,
en tout cas faire faire en tout cas tous les voyages professionnels. L'idée aussi c'est de laisser les membres de l'équipe le faire. Ça c'est une façon aussi de motiver le personnel. Ce sont des conférences, des rencontres, des salons, etc. On peut faire partir le business développeur, on peut faire partir le responsable en charge des partenariats, etc., etc. Donc voilà, il ne faut pas tout concentrer sur soi, laisser le soin aux autres d'aller rencontrer d'autres personnes, avoir de la visibilité, faire des choses intéressantes est un moyen aussi de motiver son personnel. Il y a les primes sur objectifs. Donc une fois que les objectifs atteints, on peut dire voilà, voici une prime, une bonification qu'on va mettre en place une fois que les objectifs sont atteints. L'ascension hiérarchique c'est important parce que si on a un nouveau poste qui est là, mieux vous regardez déjà au sein de la SAI les personnes qui peuvent être en mesure de prendre ce poste-là, leur proposer avant d'aller chercher ailleurs. Mais évidemment, il y aura toujours un appel à candidature parce que ça, c'est important pour la traçabilité. Mais l'idée est de dire, il y a un appel à candidature, je propose que tu participes, en tout cas que tu subventionnes pour tel poste. Et voilà, donc ça, c'est important. Toujours dans la motivation, il faut pouvoir valoriser le travail d'équipe et les dialogues dans les deux sens. Donc, ne pas être en tant que responsable de la SAI, ne pas être la seule personne qui fait faire les choses. Donc, il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit pour laisser l'équipe venir aussi discuter avec la responsable. Voilà, pouvoir aménager un espace de détente où les employés peuvent aller au cours de la journée se reposer. Après, bon, ça dépend en fonction si on a l'espace ou pas. Donc, c'est important d'avoir un petit espace où ils peuvent aller décompresser, se poser, prendre un café, etc., etc. Voilà. Laisser aux employés le soin de personnaliser leur bureau. Donc ça, c'est important. S'ils veulent mettre les photos de leurs enfants, de leur épouse ou je ne sais qui. Donc, on peut les laisser faire. Ça, c'est pas plus mal. Donc, si en tout cas la SAI travaille comme cela, on peut dire aux employés de prendre un jour par semaine et de travailler de chez eux. En tout cas, si leur poste leur permet. Par exemple, un chef de projet ou un chargé de programme peut très bien, une fois par semaine, travailler de chez lui. Des fois, ils peuvent être beaucoup plus, en tout cas, performants à travailler de chez soi de temps en temps. Et aussi, voilà, si le budget, en tout cas, le permet aussi, peut-être acheter des fruits, des trucs comme ça, de la boisson, et mettre, par exemple, nous, à Cétique, ce qu'on fait, on a un petit réfrigérateur. Donc, voilà, on a aussi... on a la fontaine d'eau fraîche, etc. Donc voilà, on a un petit réfrigérateur, donc on a du café, on a du thé, on a de l'eau, on a quelques boissons. Donc voilà, s'il veut chaque semaine, on remplit tout et puis voilà. Donc on les laisse un petit peu prendre leur café ou leur thé si ça les intéresse. Alors, le mur d'expression dans les locaux, nous, on a ça aussi. Donc, c'est tout un mur. En fait, c'est 4 murs d'ailleurs qu'on a mis à disposition. Et donc, les gens qui viennent nous rencontrer peuvent écrire des messages. Ou alors, le personnel aussi peut venir écrire ce qu'il veut. Voilà. Et aussi, on peut nous-mêmes, en tant que manager de la SAI, mettre un message d'encouragement à l'attention des salariés pour essayer de les motiver. Donc, si l'occasion se présente, on peut proposer aux employés de se retrouver autour d'un événement sportif, par exemple avec les entreprises accompagnées, du foot, du basket, des randonnées. Un samedi matin, on achète de l'eau, quelques sandwichs, on invite un peu l'équipe et puis les entrepreneurs à faire une petite randonnée. Donc ça, ce sont des choses qu'on fait. Alors, les anniversaires, c'est très important. Nous, on n'a jamais raté un seul anniversaire de l'équipe. Donc, l'assistante a en tout cas toutes les dates avec elle et chaque fois l'avant-veille nous dit voilà il y a tel jour tel anniversaire, donc on achète un gâteau avec un petit peu de jus, etc. Et donc on fait une petite surprise. Donc voilà, ça c'est important. Et l'équipe aussi peut cotiser quelque chose pour acheter un cadeau. La SAI met un petit quelque chose et puis on lui prend un petit cadeau sympa et voilà. Donc adopter un management de proximité. Donc, c'est vraiment s'assurer que le manager comprenne tout de suite si l'employé est en difficulté. D'accord ? Donc,
Il y a des choses qui sont personnelles, des fois qu'il faut pouvoir gérer. C'est comme ça que ça fonctionne. Et voir comment l'aider. Voilà. Et des choses qu'il ne faut pas faire, c'est de ne jamais réprimander un employé en public. Donc pendant les réunions de team, par exemple, si on sent qu'il y a telle personne qui n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire, donc ne pas le dire en public, mais de l'appeler plutôt en privé et d'en discuter avec cette personne-là. Voilà, toujours soutenir son collaborateur face à un client mécontent. Donc, pour ça, voilà, il faut tout le temps valoriser son équipe, son personnel et ne jamais le laisser en fait en difficulté. Donc, il faut le soutenir. Et après, maintenant, s'il faut discuter ensemble sur comment traiter à l'avenir ce genre de problématique, le faire, mais à deux. Mais toujours en public, en tout cas, c'est son collaborateur qu'on soutient. Voilà, donc globalement c'est ça. Enfin, j'espère que vous avez appris des choses avec cette formation sur le recrutement, la motivation et la formation de son personnel. Je reste disponible, en tout cas, vous aurez mes contacts sur la formation. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à me revenir. Merci à vous tous pour votre attention.